J'ai emprunté ta carte uniquement pour les courses, a dit ma sœur. Au matin, 8700 $ avaient disparu. Maman a haussé les épaules. Elle a besoin d'aide. Ne sois pas cruel. Je n'ai rien dit. Cette nuit-là, j'ai agi, discrètement. À 6h02 du matin, il a ouvert son compte et a hurlé si fort que tout le quartier l'a entendu. Je l'admets, ce que j'ai fait plus tard était brutal. Aucun avertissement, aucune discussion, juste un geste froid exécuté avec le genre de calme que l'on ne trouve que lorsqu'on en a complètement fini. Le lendemain matin, mon frère a crié si fort que la vieille dame d'en face est sortie en robe de chambre. Ma mère se tenait là, sans voix, sa bouche bougeant mais aucun son en sortant. Ma sœur a quitté la maison en trombe, son téléphone collé à l'oreille, jurant et pestant comme si on l'avait volé. Mais ce n'était pas elle la victime. Revenons en arrière. À peine 12 heures plus tôt, elle était à un brunch avec ses amis, trinquant avec des coupes de champagne. Je le sais parce qu'elle l'a publié dans sa story Instagram, complètement inconsciente de sa transparence. La voilà, des ongles fraîchement faits, de nouvelles lunettes de soleil de créateur, un toast à l'avocat et des mimosas à volonté. N'essayant même pas d'être subtile. Et comment a-t-elle payé pour tout ça? Facile. Elle a de nouveau emprunté ma carte. J'ai reçu le texto habituel la veille au soir à 20h52, j'ai emprunté ta carte uniquement pour les courses. Aucune excuse, aucune explication, juste ce ton désinvolte qu'elle utilisait toujours, comme si j'étais le distributeur automatique de la famille et qu'elle prenait juste une collation. Le truc, c'est que je n'ai même pas répondu. J'étais trop fatigué. J'avais passé la journée à gérer une crise avec un client au travail, j'avais sauté le déjeuner et j'étais rentré à 21h. Mon frigo était vide. L'ironie m'a frappé plus tard. Je n'avais même pas fait de course pour moi-même depuis plus d'une semaine. Je me suis effondré sans rien vérifier. Et puis, vers 7h le lendemain matin, j'ai ouvert mon application bancaire juste un coup d'œil avant de partir au travail. Solde, 3912,00 $. Avant ça, plus de 9000 $. Je me suis figé, non pas à cause du chiffre, mais à cause de la vitesse à laquelle il avait disparu. J'ai fait défiler les dépenses comme si je lisais la vie de quelqu'un d'autre, service de bouteille le vendredi soir dans un club du centre-ville, une virée shopping en ligne Louis Vuitton, Fashion Nova, une boutique bizarre sans marque, un envoi d'argent via Cash App à quelqu'un nommé Taï Banger, un virement de 3500 $ à 2h46 du matin, des trajets en Uber Black à travers la ville, et oui, le brunch de la story 248 $ avec un pourboire de 30%. Ce n'était pas seulement impulsif, c'était insultant. Cet argent n'était pas un extra. Il était mis de côté, une partie de ce que j'utilisais pour couvrir le loyer de Jake, l'école de Marcus, et les demandes habituelles de maman qui survenaient au moins une fois par semaine. Je le faisais discrètement, sans fanfare. Personne ne disait jamais merci, mais je n'en avais pas besoin. J'essayais juste de maintenir la famille unie, mais apparemment, pour eux, j'étais un puissant fond. Je suis monté dans la voiture et j'ai conduit jusqu'à chez maman. Elle regardait une émission matinale, buvant son café comme n'importe quel autre jour. Je me suis assis, j'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré ce que Kelly avait fait. Sa réponse? Elle a besoin d'aide, Evan. Ne sois pas cruel. C'est ce qui m'a brisé. Pas l'argent, pas la trahison, le haussement d'épaule. J'ai hoché la tête, je n'ai pas discuté, je me suis juste levé, j'ai dit que je devais aller travailler et je suis parti. Je ne suis pas allé travailler. Je suis rentré chez moi et je me suis connecté à tous mes comptes, ma banque, mes cartes de crédit, le compte d'épargne séparé que j'avais ouvert pour les futurs frais de scolarité de Marcus. J'ai tout déplacé, tout verrouillé, désactivé les paiements automatiques. J'ai même retiré Jake comme utilisateur autorisé sur le bail de l'appartement que j'avais co-signé. À 2h14 du matin, j'ai fait un dernier virement, 11 000 $, sur un compte d'investissement auquel moi seul pouvais accéder. Ce n'était pas une vengeance, c'était une façon de tourner la page. À 6h02 du matin, Jake a ouvert son application bancaire. Je le sais parce que mon téléphone s'est allumé avec son nom une seconde plus tard, puis un autre appel de maman, et un de Kelly juste après. Je n'ai répondu à aucun d'eux, mais j'ai entendu le cri depuis l'appartement de Jake jusqu'à mon immeuble. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti coupable. Les appels manqués ont commencé à 6h03 du matin. D'abord Jake, puis maman, puis Kelly 4 fois de suite. Je n'ai pas répondu à un seul.
Je suis juste resté assis dans le silence, téléphone face contre table, buvant la même tasse de café pendant plus d'1 heure. Je n'étais plus en colère. C'était passé. Je ne ressentais rien. C'était la paix, en fait, le genre de paix que l'on ressent quand on arrête enfin de s'en soucier. À 8h44, j'ai reçu un texto de Jake. Qu'est-ce que tu as fichu? Le loyer n'est pas passé. L'école de Marcus appelle. Tu as intérêt à arranger ça maintenant. Pas de salut. Pas de est-ce que ça va. Juste ce sentiment de dû, encore. Comme s'il avait oublié que chaque mois, je couvrais son loyer sans un mot. Comme si les frais de scolarité de Marcus ne provenaient pas des économies que j'avais accumulées en travaillant 70 heures par semaine pendant qu'il jouait au père cool qui ne croyait pas aux journées de 9 à 5. Comme s'il ne vivait pas dans un appartement pour lequel j'avais techniquement co-signé parce que sa solvabilité était désastreuse. À 9h12, il martelait ma porte comme si l'immeuble était en feu. J'ai ouvert lentement. Il m'a mis son téléphone sous le nez. Solde, 3,18 $. Son loyer était dû hier. Il voulait savoir ce que j'avais fait, pourquoi j'avais tout coupé. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas défendu. Je lui ai dit la vérité, que le soutien était terminé. Je ne leur devais rien, surtout pas après ce que Kelly avait fait. Ces 8700 $ avaient été volés. Il n'y avait pas d'autre mot pour ça. Il s'est emporté, a dit que je l'avais pris au dépourvu, que je faisais du tort à Marcus juste pour prouver quelque chose, que j'agissais comme si j'étais meilleur que tout le monde. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fermé la porte. Cet après-midi-là, maman a lancé la campagne de culpabilisation. D'abord, un long message vocal, puis un texto de groupe, nous devons parler ce soir. Nous tous. Sans crier, juste en famille. 19h chez moi. J'ai failli ne pas y aller, mais quelque chose me disait que je devais le faire. Pas pour eux, mais pour moi. Pour tourner la page. Je suis arrivé chez maman vers 19h20. La voiture de Jake était déjà là. Celle de Kelly aussi. Je suis resté assis dans la mienne une seconde avant d'entrer. Au moment où j'ai ouvert la porte d'entrée, je l'ai senti, comme si j'entrais dans une tempête qui n'avait pas encore commencé à pleuvoir. Kelly faisait les 100 pas devant la télévision. Jake était avachi dans le fauteuil inclinable, les bras croisés. Maman était dans la cuisine, déjà en pleine tirade. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle ne m'a pas demandé pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Elle est allée droit aux accusations, que je réagissais de manière excessive, que j'avais empiré les choses, que je les avais embarrassées. Embarrassé. Je me suis assis sans parler. Elle a commencé à énumérer tout ce qu'il ne pouvait plus faire. Jake ne pouvait pas payer son loyer. Marcus risquait d'être renvoyé de son école. Kelly avait des dettes et ne pouvait pas obtenir une autre carte. Même elle, ma mère, a dit qu'elle avait dû annuler un rendez-vous médical parce que j'avais bloqué le fonds d'urgence que je gardais pour elle. Je lui ai demandé de répéter. Le fonds d'urgence, celui que j'avais constitué pour elle, celui qu'elle n'avait jamais touché pour un médecin mais dans lequel elle réussissait à piocher chaque fois qu'elle voulait de nouvelles casseroles ou des billets pour un concert. Et puis Kelly est intervenue, fort, amer, dramatique. A dit que j'étais cruel. A dit que je l'avais embarrassé devant ses amis quand sa carte avait été refusée au brunch. A dit qu'elle avait été humiliée quand Ty avait dû payer son Uber. Je lui ai demandé qui était Ty. Elle a dit, juste un ami. J'ai dit, cool. Peut-être qu'il pourra l'aider la prochaine fois qu'elle aura besoin de 8700 $. Jake s'est remis à crier, a dit que j'agissais comme un dictateur, que cette famille comptait sur moi, que j'aurais dû leur parler d'abord. J'ai demandé quand, exactement, il m'avait accordé la même courtoisie. Quand Kelly a pris ma carte à 21h et l'a vidée à 3h du matin, où était la discussion à ce moment-là? Quand Jake a laissé l'école de Marcus m'appeler pour réclamer les frais de scolarité, où était la discussion à ce moment-là? Quand maman a commencé à traiter mon compte comme un plan de retraite? Il n'avait aucune réponse. Puis maman a dit quelque chose qui a finalement fait déborder le vase, ça ne te ressemble pas, Evan. Tu as changé. Tu es devenu froid. Je n'ai pas bronché. J'ai dit, peut-être que oui. Peut-être que des années à me faire utiliser m'ont finalement rattrapé. Peut-être que la version de moi qu'ils aimaient, celle qui disait oui à tout et ne demandait jamais rien en retour, peut-être que ce type-là était mort. Et c'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte.
Sans frapper, sans avertissement, juste un bruit de pas familier et la canne du vieil homme tapant contre le sol. Grand-père. Aucun de nous ne savait même qu'il venait, mais bien sûr, il savait. Il savait toujours quand quelque chose n'allait pas. Et pour une fois, quelqu'un était arrivé qui n'avait pas besoin que je lui explique tout parce qu'il comprenait déjà. Quand grand-père a franchi cette porte, c'était comme si le temps s'était arrêté. Il n'a pas frappé, n'a pas dit bonjour, a simplement poussé la porte, est entré et a jeté un lent regard autour de la pièce. L'atmosphère a changé instantanément. Kelly s'est figé au milieu de sa tirade. Jake a reculé comme s'il voyait un policier, et maman est restée complètement immobile, comme si son père venait de la surprendre à faire quelque chose de honteux, ce qui était le cas. Grand-père n'avait pas mis les pieds chez maman depuis près d'1 an. Il disait qu'il n'aimait pas l'énergie, ce que nous savions tous être sa façon de dire qu'il était fatigué du cirque de profiteurs. Mais ce soir-là, il est entré comme s'il avait attendu ce moment, comme s'il savait que ça allait arriver. Il n'a pas demandé la permission, il est allé directement à la cuisine, a pris sa vieille tasse dans le placard toujours là, poussiéreuse mais intacte, s'est versé une tasse de thé de la bouilloire et s'est assis en bout de table comme si c'était sa maison. Parce qu'autrefois, ça l'était. Puis il m'a regardé, juste moi. J'ai entendu ce qui s'est passé. J'ai hoché la tête une fois. C'était tout. Il n'en a pas demandé plus. Il s'est tourné lentement vers les autres, sans ciller, son regard plus perçant que je ne l'avais jamais vu. Alors, si je comprends bien. Il a fait un geste vers eux trois. Vous laissez cet homme payer votre loyer, régler vos factures, financer votre style de vie, et à la seconde où il décide qu'il en a assez de se faire utiliser, vous organisez une réunion? Jake a marmonné quelque chose, a essayé d'expliquer. Grand-père l'a interrompu. Tu as vendu tes outils électriques pour t'acheter de la bière, Jake. Ne parle pas. Tu as 33 ans et ton fils est plus responsable que toi. Jake s'est assis, le visage rouge. Kelly est intervenue avec son ton habituel condescendant, sur la défensive, fort. Elle a essayé de déformer les choses, a dit que j'étais dramatique, que ce n'était que de l'argent et que j'en faisais toute une histoire. Grand-père n'a pas haussé la voix, l'a juste regardé droit dans les yeux. J'ai vu les photos du brunch, l'hôtel, les sacs. La même fille qui m'a dit qu'elle était fauchée était en train de boire des mimosas à $20 avec des gens qui ne connaissent même pas son nom de famille. Ne m'insulte pas, elle s'est tue pour une fois. Et puis il s'est tourné vers maman, sa fille. Et toi? Tu savais exactement ce qui se passait. Tu as regardé Evan s'épuiser pour cette famille pendant que tu appelais ça de l'amour. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était de la manipulation. Tu es la raison pour laquelle ces deux-là pensent qu'ils ont droit à son argent, parce que tu les as élevés en leur faisant croire qu'Evan leur doit quelque chose. Maman a essayé de parler. Grand-père a levé la main. Arrête. Je ne veux rien entendre. Puis il a sorti de la poche de sa veste une enveloppe usée et scellée, et l'a posée sur la table comme un juge rendant un verdict. C'est mon testament. Signé, notarié, légal. Personne n'a bougé. Tout ce que j'ai, la terre en Ohio, la maison, l'épargne retraite, la voiture, tout revient à Evan. Chaque centime. La bouche de Jake s'est ouverte. Kelly a ri comme si c'était une blague. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Il n'en a même pas besoin. Il a déjà de l'argent. Grand-père n'a pas bronché. Et c'est exactement pour ça qu'il le mérite. Il n'a rien demandé. Jamais. Puis il s'est levé, s'agrippant au bord de la table. Vous voulez savoir quand j'ai pris cette décision? Ce n'était pas la semaine dernière. C'était il y a 2 ans, quand j'ai eu besoin qu'on m'emmène à l'hôpital et que ma tension artérielle était au plafond. J'ai appelé Jake, il a dit qu'il était occupé. J'ai appelé Kelly, elle n'a pas répondu. Evan, lui, a conduit 60 miles dans les embouteillages et est resté avec moi pendant 6 heures pendant qu'il faisait des examens. Et il n'en a jamais parlé à personne. Maman fixait le sol. Vous avez tous oublié quelque chose. La famille, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de qui est présent. Evan a été présent à chaque fois. Et vous l'avez transformé en votre distributeur automatique personnel. Puis il m'a de nouveau regardé directement. Tu ne leur dois rien, Evan. Tu ne leur as jamais rien dû. Tu as porté cette famille assez longtemps. S'ils sont en colère maintenant, qu'ils soient en colère. Laisse-les voir ce que ça fait de se débrouiller seuls.
Il s'est retourné vers la porte, puis s'est arrêté. Et une dernière chose. Si l'un de vous s'en prend à nouveau à lui, si j'entends ne serait-ce qu'un de vous lui demander un centime, vous êtes définitivement hors de ma vie. Pas d'héritage, pas d'appel téléphonique, pas de visite. Terminé. Et juste comme ça, il est parti. La porte s'est refermée derrière lui, et personne n'a bougé. Je n'ai pas touché l'enveloppe. Je n'en avais pas besoin. Je n'étais pas venu pour l'argent. J'étais venu pour la clarté. Et je l'ai eu. Jake me regardait comme si j'étais un étranger. Kelly se tenait là, clignant des yeux comme si elle avait été giflée. Et maman avait l'air vieille, fatiguée, plus petite que je ne l'avais jamais vue. Il s'attendait à ce que je cède à nouveau. Mais le jeu était terminé, et aucun d'eux ne l'avait vu venir. Personne n'a rien dit après le départ de grand-père. On aurait pu entendre une mouche voler. Jake restait assis là, clignant des yeux comme si on l'avait débranché. Kelly n'arrêtait pas de secouer la tête comme si elle avait mal entendu tout le discours. Et maman, elle avait l'air d'essayer de trouver un moyen de retourner la situation à son avantage, mais rien ne lui venait. Pour la première fois depuis longtemps, personne n'avait le contrôle de la pièce. Kelly a finalement rompu le silence. Il bluffe, a-t-elle dit. Il est juste en colère. Puis elle m'a regardé. Tu as planifié ça avec lui? Je n'ai pas répondu. Je me suis levé, j'ai pris mes clés et mon téléphone. J'étais à mi-chemin de la porte quand maman m'a appelé. Tu vas vraiment faire ça? Laisser la famille se séparer comme ça? Pour de l'argent? Je me suis retourné et je l'ai regardé. Il ne s'est jamais agi que d'argent. Vous en avez fait une question de contrôle, d'attente, de culpabilité. Tout ce que j'ai fait, c'est d'arrêter de jouer le jeu. Elle a essayé de dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Jake a marmonné quelque chose comme « Tu te crois meilleur que nous maintenant », mais il ne l'a pas dit assez fort pour que ça compte. Je suis sorti. Sans cri, sans drame, juste en silence. Les jours qui ont suivi ont été étranges, pas paisibles, mais silencieux d'une manière pesante. Le genre de silence qui vous dit que quelque chose se prépare. Je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'eux jusqu'à jeudi. C'est là que Jake a commencé à appeler depuis des numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai ignoré les 2 premiers. Il a laissé un message vocal sur le 3e. Et mec, l'école de Marcus a appelé. Ils ont dit que les frais de scolarité sont en retard et qu'ils parlent de le renvoyer. Tu veux vraiment faire ça à ton propre neveu? Je ne comprends pas ce que tu essaies de prouver. Rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Il a enchaîné avec un texto quelques heures plus tard, félicitations. Tu prouves ton point de vue. J'espère que l'avenir de Marcus en vaut la peine. Celui-là m'a fait mal, mais pas pour la raison qu'il pensait. Pas parce que je me sentais coupable, mais parce qu'il ne comprenait toujours pas. Il pensait toujours que c'était une question de vengeance, pas de responsabilité. Kelly a suivi sa voie habituelle, publiant un tas de stories Instagram vagues et amères. L'une d'elles disait « Méfiez-vous de la famille qui se prend pour Dieu alors qu'ils ne sont que de petits hommes aigris. » Classe comme toujours. Je n'ai même pas réagi. Elle pouvait se plaindre à ses abonnés autant qu'elle le voulait, aucun d'eux ne se proposait de payer ses factures. Puis, samedi soir, j'ai reçu un appel que je n'attendais pas. Pas d'identifiant d'appelant. Je l'ai ignoré. Puis il a sonné à nouveau. Puis une 3e fois. J'ai décroché à la 4e. C'était Marcus. Sa voix était basse et incertaine. La première chose qu'il a demandé était « Es-tu en colère contre moi ?» Je lui ai dit que non, que rien de tout cela n'était de sa faute, que j'espérais qu'il allait bien. Il m'a dit que les choses étaient tendues à la maison. Jake parlait à peine, et criait la plupart du temps quand il le faisait. Il a dit qu'il l'avait entendu dire que j'étais égoïste, que j'avais monté grand-père contre eux. Puis il a dit quelque chose que je n'avais pas vu venir. Je ne veux pas finir comme lui. Comment as-tu fait pour éviter ça? Ça m'a frappé de plein fouet. Je suis resté assis là, fixant le mur, essayant de trouver quelque chose qui ne sonnerait pas comme une leçon de morale. Je lui ai dit que je le rappellerais parce que, honnêtement, je ne savais pas. Je ne savais pas pourquoi j'avais vu le piège et pas eux. Peut-être que c'était de la chance. Peut-être que c'était juste de décider un jour que je voulais quelque chose de plus que des excuses. Ou peut-être que c'était que j'en ai eu marre de me sentir utilisé avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai pas beaucoup dormi après l'appel de Marcus.
Je n'arrêtais pas d'entendre cette phrase en boucle, je ne veux pas finir comme lui. Ça venait d'un jeune de 16 ans, un gamin qui en avait vu juste assez pour réaliser que la route sur laquelle son père s'engageait n'était pas une route que l'on parcourt, c'est une route que l'on dévale à toute vitesse. Je voulais le rappeler le lendemain. Vraiment. Mais le matin est arrivé avec un coup à la porte que je n'attendais pas. 3 coups doux et fermes, pas de martèlement, pas de cris. J'ai ouvert la porte et c'était grand-père. Il n'a pas dit bonjour, a juste hoché la tête et est entré comme si c'était quelque chose que nous avions prévu. Il portait un sac en papier brun dans une main et un dossier usé et lourd dans l'autre. Sans hésitation, il est entré, a posé les deux sur la table de la cuisine et s'est assis comme si c'était chez lui. Du sac, il a sorti 2 sandwichs emballés dans du papier d'aluminium, quelques bières de Racine et ce qui ressemblait à une enveloppe en manille qui avait vécu l'enfer. « Tu n'as pas encore mangé ?» a-t-il dit, déballant déjà son sandwich. Il a fait glisser l'enveloppe vers moi et a dit sans même lever les yeux, « Il est temps de finir ça. » À l'intérieur, il y avait tout, des copies complètes de son testament, des copies de ses titres de propriété, des relevés de comptes bancaires, des clés de compte, des papiers d'assurance. Il ne se contentait pas de parler, il rendait les choses réelles. Tout ça, en béton. Puis j'ai vu autre chose, une lettre tapée pliée en 2, datée de 8 mois, « S'il m'arrive quelque chose avant que je ne règle ce gâchis, Evan sait où tout se trouve. Ne laissez pas les autres le manipuler, le menacer ou le culpabiliser pour qu'ils donnent ce qu'ils n'ont jamais mérité. » Il n'a pas parlé pendant que je lisais, se contentant de prendre de longues bouchées de son sandwich comme s'il avait déjà fait exactement la même chose dans sa tête 100 fois. Puis il a levé les yeux. Ils sont déjà en train de s'effondrer. Je n'ai pas eu besoin de demander de qui il parlait. J'ai qu'essayé d'obtenir un prêt de ce cousin à Denver. Kelly essaie de vendre la fausse entreprise qu'elle a créée en février pour rembourser les dettes de jeu de cet imbécile Ty ou quel que soit son nom. Ta mère n'arrête pas de m'appeler. D'abord elle a pleuré, puis elle a supplié. Hier, elle a menacé de me poursuivre en justice pour détresse émotionnelle. Je lui ai demandé s'il était sûr d'être d'accord avec tout ça. Il a hoché la tête, sans hésitation. J'ai laissé traîner les choses trop longtemps. Je pensais que si je continuais à les aider, il deviendrait le genre de personne qui mérite d'être aidé. Il s'avère que tout ce que j'ai fait, c'est de les empêcher de grandir. Puis il a sorti autre chose du dossier. Pas un document, une photo. Elle était vieille, délavée. Je ne l'ai pas reconnue au début. Puis j'ai réalisé que c'était moi, âgé d'environ 12 ans, debout au bord de sa terre, tenant une pelle couverte de terre et souriant comme si je venais de gagner un prix. Le projet de la clôture. Cet été-là que j'ai passé à la ferme, ce jour-là. Tu as travaillé du matin au soir sans te plaindre une seule fois, a-t-il dit. Tu n'as pas demandé d'argent, tu n'attendais rien. Tu as juste demandé ce qu'il y avait à faire. C'est là que j'ai su. Il n'est pas devenu émotif. Il n'en avait pas besoin. Avant de se lever pour partir, il s'est arrêté à la porte et a dit autre chose que je n'avais pas vu venir. Je sais que tu es en colère contre Jake, mais garde un œil sur Marcus. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Ce gamin observe tout et il est attentif. Puis il est parti. Vers 17h15 le même jour, Kelly m'a envoyé un message. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste, tu es content maintenant. Tu as ruiné cette famille. Grand-père ne vivra pas éternellement. Quand il sera parti, tu seras seul. Profite de l'argent. J'ai regardé l'écran pendant 1 minute entière avant de le fermer parce qu'elle ne comprenait toujours pas. Elle n'a jamais compris. Ils n'étaient pas en colère que j'ai dit non. Ils étaient en colère que j'ai dit non et que rien ne se soit passé. Je ne suis pas revenu en rampant. Je ne me suis pas effondré. Je n'avais pas besoin d'eux. Et ils ont finalement réalisé qu'ils avaient besoin de moi. Pas par amour, pas pour le soutien, pour leur survie. Ce chapitre de ma vie, celui où je les maintenais tous à flot, était terminé, et j'écrivais enfin le suivant sans leurs mains sur le stylo. C'est étrange la rapidité avec laquelle les gens disparaissent quand ils cessent d'obtenir ce qu'ils veulent de vous. Dans les semaines qui ont suivi, le silence de ma famille est devenu sa propre sorte de réponse. Aucune excuse, aucun effort pour réparer quoi que ce soit, juste un silence épais et amer, comme s'ils attendaient que je change d'avis, attendant que le temps m'use. Mais je ne l'ai pas fait. Les messages ont cessé. Les fausses urgences ont disparu. Les voyages de culpabilisation passif-agressif se sont estompés.
J'étais finalement devenu ce qu'il craignait le plus, intouchable. J'ai qu'à essayer une dernière fois. Il a appelé tard un soir vers 1h30 du matin. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Il avait l'air fatigué, abattu. Il a dit qu'il perdait l'appartement. Que Marcus allait emménager chez sa mère pour un temps. Puis il a dit quelque chose d'inattendu, je ne savais pas à quel point tu nous soutenais jusqu'à ce que tu arrêtes. Ce message est resté sur mon téléphone pendant un moment. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je ne m'en souciais pas, mais parce que je savais qu'il ne le pensait pas vraiment. Pas encore. Il n'était pas désolé, il était désespéré. Kelly a complètement disparu des radars. Elle a supprimé ses réseaux sociaux pendant un certain temps. Un ami commun m'a dit que Ty l'avait abandonné après qu'elle ait essayé de mettre en vente un de ses sacs à main et se soit fait signaler pour avoir utilisé une carte volée, pas la mienne, apparemment celle de quelqu'un d'autre cette fois. Elle était en pleine spirale, mais ce n'était plus mon problème. Maman, cependant, m'a surpris. Un mois plus tard, elle s'est présentée à mon immeuble. Sans appel, sans avertissement. Elle n'a même pas atteint l'ascenseur. Je l'ai vue à travers les caméras du hall. Elle tenait une enveloppe, du même genre que celle que grand-père m'avait donnée. Je suis descendu et l'ai rencontrée dans le hall. Nous ne nous sommes pas embrassés. Elle m'a tendu l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite. Pas de demande, juste des souvenirs. Elle parlait de quand j'avais 8 ans et que je m'étais cassé le bras, et qu'elle avait dormi dans le fauteuil de l'hôpital pendant 2 nuits. De la façon dont je laissais des dessins sur le frigo. De la façon dont elle ne savait pas quand elle avait cessé d'être une mère pour devenir une sorte d'agent de recouvrement. Et à la toute fin, elle a dit quelque chose que je ne m'attendais jamais à lire de sa part, j'avais tort. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais juste le seul qui continuait à être présent. Elle n'a pas demandé d'argent, n'a rien demandé. Elle m'a juste demandé de ne pas disparaître complètement. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Je suis monté, je me suis assis avec la lettre, j'ai pensé à tout, les années que j'avais passées à nettoyer leurs dégâts, la culpabilité que j'avais portée, les fois où je m'étais plié en 4, pensant que peut-être cette fois-ci cela me vaudrait la paix. Et puis j'ai pris une décision. Je ne suis pas retourné vers eux, mais je n'ai pas disparu non plus. J'ai gardé mes distances. J'ai gardé mon argent. J'ai gardé ma paix. Marcus a commencé à appeler plus souvent. Nous parlons de l'école, de livres, de basketball, des choses diverses. Rien de lourd. Mais un jour, il a dit, je crois que je comprends enfin pourquoi tu as arrêté d'aider tout le monde. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Tu n'as pas arrêté d'aider, a-t-il dit. Tu as juste commencé à aider de la bonne manière. Et il avait raison. Je n'avais pas fini d'aider les gens. J'avais juste fini d'aider les gens qui ne voulaient pas s'aider eux-mêmes. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas coupable de dire non. C'est calme ces derniers temps. Pas de drame, pas de nouveaux incendies à éteindre. Juste un retour lent et régulier à une vie qui me semble être la mienne. Puis, de nulle part, Kelly est apparue. Pas chez moi, pas avec un message ou un appel. Elle s'est présentée à mon travail. Je sortais du bâtiment vers 18h, écouteurs aux oreilles, quand je l'ai vue adossée aux côtés du parking, les bras croisés, des lunettes de soleil comme si elle attendait pour tendre une embuscade à quelqu'un dans une série Netflix. Mon premier réflexe a été de faire demi-tour et de rentrer, mais elle m'a repéré. Elle n'a pas dit salut, ne s'est pas excusée. A juste dit, j'ai besoin de 5 minutes. Pas pour de l'argent. Juste 5 minutes. Je suis resté là. Elle avait l'air différente, fatiguée, plus mince, moins sûre d'elle. Pas de sac cher, pas de manucure fraîche. Elle avait été humiliée, qu'elle veuille l'admettre ou non. Alors, je lui ai donné 5 minutes. Elle m'a dit que Ty était parti, qu'il avait pris ses cartes de crédit, accumulé des dettes, puis l'avait bloqué. Elle a dit qu'elle avait porté plainte mais qu'elle n'en attendait pas grand-chose. Elle squattait maintenant des canapés, logeant chez l'ami d'une amie, sans emploi, sans plan de secours. Mais ensuite, elle a sorti quelque chose de son sac, un certificat imprimé. Il provenait d'un collège communautaire. Elle s'était inscrite à un cours du soir sur les fondamentaux des affaires. Elle a dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, mais qu'elle s'était dit qu'il fallait bien commencer quelque part. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste hoché la tête. Elle m'a regardé et a dit, je sais que j'ai été horrible avec toi. Je n'attends pas de pardon,
mais je voulais que tu saches que je ne suis pas fier de qui j'ai été, et je ne demande pas d'aide. Je demande juste une chance de changer ça. Puis elle est partie. Pas de câlin, pas de drame, elle s'est juste éloignée. Je ne sais pas si elle est sincère. Je ne sais pas si ça tiendra, mais c'était la première fois qu'elle venait me voir non pas pour demander quelque chose, mais pour offrir quelque chose, la responsabilité. Et ça, à lui seul, était un rebondissement que je n'avais pas vu venir.